Et voilà, sans plus tarder, je te propose, Lorena, d'ouvrir cet échange. Eh bien, merci David pour cette présentation. Donc, merci aussi pour l'invitation. Merci la MGEN du Grand Est. Je suis ravie d'être parmi vous ici ce soir. Donc, je réalise ma thèse de doctorat sur le militantisme pour une mort choisie au laboratoire lorrain de sciences sociales à Nancy, à l'Université de Lorraine. J'interviens ce soir pour vous présenter plutôt le contexte socio-historique dans lequel ont émergé les questions de la mort choisie. Donc la mort volontaire, mort choisie, droit de mourir, ce sont toutes des expressions qui consacrent un petit peu la même chose. Et donc je vais structurer mon propos autour de, premièrement, présenter ce qui se passe actuellement en France avec les soins palliatifs, présenter ce contexte socio-historique et ensuite revenir sur quelques notions quelques définitions qui me paraissaient importantes. Il ne vous aura sans doute pas échappé que depuis décembre 2022 jusqu'en avril 2023, la Convention citoyenne sur la fin de vie a rassemblé 184 citoyens et ils devaient répondre à la question suivante. Le cadre d'accompagnement de la fin de vie répond-il aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits? Pour répondre à cette question, ces citoyens ont pu auditionner 69 experts, parmi lesquels 38 médecins, 4 professionnels paramédicaux, donc essentiellement des infirmiers et des psychologues, 12 représentants spirituels de la religion spirituelle, religieuse et non religieuse, voilà. 6 représentants de hautes administrations françaises et législatives, 7 représentants internationaux, 7 représentants d'associations de malades et d'accompagnement en fin de vie, et un représentant de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, donc l'ADMD. La fin de vie en France, d'après cette convention citoyenne, est une affaire médicale, légale, spirituelle et sociale. Aujourd'hui, la prise en charge de la fin de vie est régie par la loi, à travers donc les techniques palliatives. Cette loi régule les pratiques de prise en charge de la fin de vie par les professionnels médicaux dans les établissements de santé. La France a opté depuis la fin des années 80 pour l'émergence d'une approche palliative, à savoir l'ensemble des savoirs, des techniques et des pratiques qui permettent une gestion de l'apaisement de l'ensemble des souffrances physiques, psychiques, spirituelles, sociales de toute personne présentant une maladie grave, incurable, en phase terminale, ainsi que de ses proches. Le premier texte qui institue les soins palliatifs est la circulaire Larocque en 1986. Elle établit une prise en charge des malades de la fin de vie à travers des techniques d'apaisement de la souffrance pour sauvegarder la dignité des patients. Et dans les années 90, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent, le président de la République, François Mitterrand, s'est beaucoup impliqué pour mettre la fin de vie à l'agenda politique, c'est-à-dire qu'il y a eu une volonté politique pour permettre le développement de ces techniques palliatives. Pour ça, il y a eu plusieurs textes de loi, 91, 95, 99, 2002, 2005, 2016. 2016 qui étant la loi Leonetti-Claes, probablement la plus connue aujourd'hui, qui est une loi qui a permis 3 principes de faire en sorte que les directives anticipées s'imposent aux médecins dans la mesure du respect du cadre légal. Second principe, c'est que l'hydratation et l'alimentation sont devenus des soins que l'on peut abréger pour ne pas prolonger inutilement la vie. Et troisième principe, c'est de disposer d'une sédation profonde, palliative et continue qui sont prévues dans des conditions particulières dans le texte. Mais les soins palliatifs ne sont pas venus un beau jour des années 80. Ça a émergé à l'issue d'un long processus historique qui concerne des débats médicaux, scientifiques, psychiatriques, autour de la mort, de la souffrance, du suicide. Et pour cela, je vais revenir sur quelques points de ce débat qui a commencé déjà au début du XIXe siècle. Mais il faut comprendre que tout ça préexistait déjà avant et que au début du XIXe siècle, il y a eu un mouvement de médecins qui a cherché à comprendre ce qu'était que le suicide, pourquoi une personne se suicidait. Parce qu'à l'époque, les suicidaires étaient considérés comme des criminels.
Et ces travaux médicaux ont permis de faire basculer les personnes suicidaires de criminels à malades mentales. Ça voulait dire qu'on pouvait les soigner, qu'on pouvait les prendre en charge. Et ça, ce sont plutôt des thèses qu'on dit aliénistes, parce que pour ces médecins, vouloir mourir et exécuter un geste de mort relève d'une souffrance mentale qui serait ancrée dans la biologie. Fin du 19e, début 20e, on a un courant sociologique qui mobilise des statistiques pour montrer que les personnes qui se suicident le font au regard de critères sociaux qui sont plus ou moins favorisants. Par exemple, la religion. On se suicide plus ou moins selon si on est chrétien, orthodoxe, juif, etc. Le lieu de vie, rural, urbain, le niveau de richesse. Les nobles se suicideraient moins que les paysans. La profession, le régime politique, les contextes socio-économiques, etc. Donc la société aurait une incidence sur le passage à l'acte. Voilà. Ensuite, fin 19e, début 20e, vous avez aussi des scientifiques et des médecins isolés qui prônent l'aide à mourir et le suicide assisté à travers la délivrance d'un médicament qui permettrait une mort sans douleur. L'aide à mourir est donc directement en lien avec cette perspective particulière du suicide. Les penseurs, ces penseurs-là, isolés, pensent et considèrent qu'il faut distinguer les suicides impulsifs, qui relèveraient d'une pathologie ou autre, de suicides qui seraient réfléchis, rationalisés, anticipés au regard de critères ou d'éléments propres à la personne elle-même, propres à chacun. Et à cette époque, on appelait ça la mort volontaire, même si la mise en œuvre était un suicide. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les progrès de la médecine ont été tels que tous les professionnels et scientifiques se sont interrogés sur ces nouvelles pratiques et donc sur la déontologie à avoir. Et cette déontologie concernait aussi les questions du bien mourir, de la fin de vie, etc. Parce que le soin, la prise en soin, c'est de plus en plus personnalisé. Et donc, cette personnalisation a permis de mieux voir l'agonie, de mieux voir la souffrance des patients. Et tout le monde était d'accord sur le fait qu'il fallait lutter contre l'acharnement thérapeutique. Et c'est là que l'on retrouve ces deux camps qui sont porteurs, l'un pour l'aide à mourir et donc l'euthanasie, et l'autre pour l'émergence de techniques palliatives qui étaient nouvelles à cette époque et qui sont arrivées du monde anglo-saxon. Dans le même temps, ce débat sur les conditions de la fin de vie s'exporte dans les médias grand public, ce qui ne s'était jamais vu auparavant. Les citoyens sont de plus en plus invités à témoigner de leurs expériences de fin de vie et d'accompagnement d'un proche. Et donc, prix Nobel, médecins, représentants religieux et monsieur tout le monde ont la voix au chapitre pour exprimer leurs opinions sur ce que devrait être l'accompagnement en fin de vie. En France, jusque dans les années 80, les discours sur la mort choisie étaient portés par des personnes seules. Mais en 1980, il y a eu la création de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, la DMD. Et quelques mois plus tard, en 1981, la France a aboli la peine de mort. Et dans ces deux événements, en sus du droit à l'avortement, j'y vois, moi, un changement de paradigme, un basculement entre deux idéologies, c'est-à-dire d'une part le contrôle de sa vie et d'autre part le contrôle de la vie de l'autre. Et il y aurait une envie grandissante de contrôler l'ensemble des aspects de son corps et de sa vie, de se penser comme un individu responsable et autonome. Avec le temps qui me reste, je vais aborder maintenant quelques petites définitions pratiques. Première définition, le suicide. Factuellement, c'est un geste qu'une personne pratique sur elle-même pour mettre fin à sa vie. Mais ce geste peut être réalisé avec plusieurs méthodes, plusieurs outils et dans un contexte particulier. On l'a vu, il y a par exemple du côté des théories psychomédicales, le suicide se pratique dans un contexte pathologique. Donc c'est une maladie qui vous pousserait au suicide. Mais il y a aussi des contextes plutôt socioculturels. Par exemple, on retrouve la tradition du sacrifice au Japon à travers le harakiri, l'abrègement de la vie des personnes grabataires ou le kamikaze. Il y a aussi les suicides qui se pratiquent dans le cadre d'attentats, les attentats suicides, desquels il a été montré que ceux qui perpètrent ces attentats ne sont pas atteints de maladie mentale.
Et puis, on peut aussi considérer les grèves de la faim comme des formes de suicide politique. Enfin, il y a le suicide qui se pratique de manière assistée au regard de situations médicales particulières, comme en Suisse, en Oregon, au Luxembourg, où une personne atteinte d'une maladie grave et incurable pourrait trouver une aide à se suicider auprès d'un professionnel formé. Tous ces exemples-là, ça montre que un même résultat relève d'une variété d'ancrages sociaux, culturels et idéologiques. En France, c'est la perspective psychomédicale du suicide qui prédomine, avec l'idée selon laquelle si une personne veut mourir, c'est qu'elle souffre, donc si elle ne souffre plus, elle ne veut plus mourir. Ma deuxième définition que je vous propose, c'est celle sur l'euthanasie. Donc là, c'est un professionnel de santé qui exécute le geste de mort, enfin, qui pratique le geste de mort, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Il y a une injection de plusieurs produits qui provoquent l'endormissement, puis le décès, plusieurs techniques selon les pays. La mise en œuvre du suicide assisté de l'euthanasie se fait dans un cadre légal, il est structuré, réglementé, et surtout c'est la personne qui le demande et qui le réitère à plusieurs reprises. Mais tout ça, l'usage de ces méthodes de suicide assisté et d'euthanasie s'ancre eux-mêmes dans des acceptions socioculturelles qui sont propres à chaque pays et à chaque époque. Par exemple, aux États-Unis, on est dans l'État de l'Oregon, le droit de mourir s'ancre dans le droit à l'autonomie, alors qu'aux Pays-Bas, le droit de mourir repose sur la notion du devoir du médecin familial. C'est le même résultat, mais pas pour la même acception. Troisième définition, c'est la sédation. C'est une pratique d'administration de molécules analgésiques, hypnotiques et antalgiques, dont l'objectif est de diminuer l'état d'éveil et de conscience d'un patient. Cette pratique permet de soulager un patient de douleurs et de souffrances qui sont jugées réfractaires par tous les autres, au regard de tous les autres traitements effectués. Dans les débats sur la fin de vie, chaque camp mobilise une argumentation particulière qui se cristallise autour de la notion de dignité, de sauvegarde de la dignité. Et pour faire simple, encore une fois, ça dépend des ancrages de qui parle. Du côté de la loi, quand on lit les textes de loi sur la sauvegarde de la dignité, ce serait la garantie d'une pratique professionnelle non létale. Du côté des professionnels des soins palliatifs et bénévoles d'accompagnement, la dignité serait consacrée parce que tout être humain occupe une place dans la société. La dignité existerait à travers l'ensemble des pratiques d'engagement de cette collectivité à l'égard de toute personne qui serait en situation de fragilité. Et vous l'aurez certainement deviné, du côté des tenants de la mort choisie, la dignité est une notion qui ne regarde que la personne elle-même. Chacun serait en mesure de déterminer si sa vie et ses conditions de vie, d'une part, sont dignes, d'autre part, si la dignité a quelque chose à voir là-dedans. Je vais passer la dernière définition sur la liberté individuelle, qui est une notion de droit un peu particulière, et conclurai mon propos par la lecture d'une citation d'un sociologue, Albert Bayet, qui a écrit en 1919, dans un livre qui s'appelle « La suicide et la morale », ceci. De tous les arguments avancés pour ou contre la mort volontaire, nous n'avons pas rencontré un seul qui n'a été réfuté. Le suicide est-il une faute contre la divinité, contre la société, contre le principe de la morale? Est-il une preuve de courage ou une preuve de lâcheté? Est-il une mort ignoble ou une fin élégante? En plus de 20 siècles, l'accord n'a pu se faire sur ce point. Non seulement la question de la mort volontaire reste posée, mais elle reste posée dans les mêmes termes. Je vous remercie. Merci Lorena pour cet exercice compliqué en à peine 15 minutes, mais d'avoir rapporté, d'avoir donné un éclairage conceptuel au débat. Alors tu as terminé en évoquant les questions de la dignité et de la liberté.